chialer comme un gros poulet. Écoutez, je voudrais dire merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette saison, sur cette finalisation de tout le cycle des Balls, parce que c'est vraiment la fin de J'ai jamais su dire non aussi. Donc merci à toute l'équipe, merci à l'équipe de production, que ce soit Endemol, Billon, que ce soit les Nouvelles Écritures de France Télé, qui n'ont pas changé une ligne au texte, à l'histoire, qui nous ont suivis de A à Z. Et voilà, c'est appréciable. Donc on peut aussi les féliciter. Bravo à tout. Je vais demander aux comédiens qui sont là de se lever et de venir me rejoindre sur scène. Pascal, tu fais partie des comédiens. Voilà, vous pouvez... Pascal Hénaud, Florent Dorin, Karine Longalo, Raphaël Descraques, Mathieu Poggi, François Descraques, Adrien Méniel, Christophe Barberon et notre héroïne de l'année, Sabine Perrault. Avant de passer aux questions, on va prendre quelques questions pendant une petite demi-heure. Je crois que Voyelle voulait dire quelque chose. Si, non, finalement on annule. Très bien. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment, allez-y. Qu'est-ce que c'est les cheveux là? La réponse dans la saison 4 du Secret des Balls. Ah, et je ne sais pas, il est en tournage, il est en Guadeloupe. Alors si, c'est très dur parce que non seulement déjà on s'embrasse entre mecs et que c'est pas notre affinité ni à l'un ni à l'autre, mais qu'en plus Mathieu on se connaît depuis qu'on a 7 ans et donc c'est en plus incestueux. Donc il faut savoir que c'est vraiment sur cette scène, en fait on avait des challenges sur cette saison. Et moi, ça faisait partie de mes scènes challenge, pour Mathieu aussi. Il y avait des scènes d'émotion qui étaient vraiment plus dures que ce qu'on fait d'habitude. Et donc on s'est, je vais pas dire préparé dans cette scène, mais disons que l'astuce pour briser la glace, c'est qu'on s'embrassait en répète. Et le fait de s'embrasser en répète, à la maison, sous la couette, une seule fois. Le fait de s'embrasser en répète, déjà ça nous permettait d'évacuer cette gêne. Et pour la petite histoire, il se trouve que c'est Sabine qui nous a dirigés sur cette scène. C'est elle qui était au combo, puisque moi j'étais dans la boue. Et donc c'est elle qui nous disait « Ouais, c'est bien, là, c'est bien gay, allez-y ». Mais je suis curieux de savoir comment Mathieu, tu l'as vécu, toi. Moi, je t'ai remercié pour cette scène, parce qu'effectivement, on se connaît depuis 22, 23 ans, et il a fallu attendre nos 30 ans pour enfin s'embrasser. Non, c'était très particulier, ouais, en plus on l'a fait assez tôt dans le tournage, en tout cas pour moi, et c'était grosse pression, très grosse pression, devant tout le monde en plus. Là aussi, c'était une grosse pression. Ma chérie à moi, donc c'était compliqué à ce niveau-là. L'affect était bien présent, donc voilà, mais effectivement, la répétition avant a permis que voilà, ça se passe très très bien, et finalement, moi, c'est passé comme... Oui, depuis on le fait toutes les semaines et ça se passe très très bien. Mais pour la petite histoire, quand j'ai eu fini, j'ai jamais su dire non. Il y a eu quand même entre 4 et 5 ans qui se sont passés entre le J'ai jamais su dire non et la théorie des balls. J'ai jamais su dire non se termine par Emma qui dit à Tom « Je t'aime Tom » et lui qui lui répond « Je t'aime Mitch ». Et je m'étais dit j'aimerais beaucoup que dans la saison d'après, en fait les deux ils finissent ensemble. Et je voyais pas trop comment l'amener. Et depuis le début, mon idée c'est de me dire j'adorerais que des gens applaudissent sur un bisou entre Tom et Mitch. Et vous avez exaucé mon vœu ce soir, donc merci beaucoup. Moi, c'était le fantasme de beaucoup de voir les deux s'embrasser aussi.
Ok, question de connaisseur. On a fermé le resto de toute façon depuis, donc... Non, c'est une question piège. Non, oui, j'ai pas de réponse. Voilà. Secret. On va. Au final, qu'est-ce que c'est Décidément, t'as des questions faciles, toi, hein, ce soir. Alors, quelqu'un qui ne mettrait pas un des comédiens mal à l'aise, s'il vous plaît? Allez. Vous avez rencontré des membres du mouvement raélien Alors la question c'est est-ce qu'on a rencontré des membres du mouvement raélien? Je pense qu'on en croise tous les jours sans le savoir. Mais non, on ne s'est pas vraiment inspiré d'eux. On s'est inspiré de François, hein, premièrement. Non mais cela dit, François, c'est vrai que tu peux dire qu'on parle de Raël depuis très longtemps, tous les deux, c'est une grande source d'inspiration pour nous. Oui, c'est vrai, ça fait pas mal de temps qu'on s'était dit, tiens, il faudrait placer Raël dans nos fictions. Et vu qu'il est plus que la science-fiction, cet homme, je sais pas si vous connaissez Raël, c'est un type formidable pour qui tout ça c'est réel. Et on s'est dit, on va être malin, on va pas le placer directement, on va l'appeler les raologues, etc. Oui, entre les raéliens et les scientologues, c'est assez subtil. La personne qui incarne Barman, par rapport à Mathieu, c'est qui? C'est Mathieu dans quelques années en fait. C'est son double du futur. Alors, Mathieu? C'est mon papa. Et oui. Voilà. Pour la petite histoire. Alors, pour la petite histoire. On peut l'applaudir, pardon. Pour la petite histoire, on était en réunion de pré-production avec tous les chefs de poste, images, son, etc. On dépouillait le script et se posait la question de qui pourrait jouer le barman parce qu'il fallait que ce soit un petit rôle mais qu'on puisse croire qu'on le confondait avec Mitch. Et Clément Morin, l'ingénieur du son, a dit « On a qu'à prendre son père, ils ont la même gueule !» Maintenant que tu as donné cette idée, tu sais qu'il n'y aura pas de meilleure idée que celle-là, donc on est obligé de faire ça, donc il a intérêt à dire oui. Et donc il a dit oui, et je lui ai dit bah, très bien, allonge-toi dans cette cellule et enchaîne-toi. C'était sa première journée de tournage. Merci Jean-François. Non, on n'a pas filmé de making-of, on n'avait pas les ressources en termes de temps, notamment pour le faire, et puis il n'y avait personne pour le filmer. Par contre, il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'apparente à un editor's cut, pour ceux qui savent ce que c'est. Ah oui puisque Fabrice Caudron, le monteur de cette saison, qui est un excellent monteur, je tiens à le dire publiquement ici, souvent souhaite les scènes, c'est-à-dire que des fois il m'envoie des scènes où les répliques sont dans le désordre pour que mon personnage passe pour un connard. Et du coup, il y en a pas mal, et il y aura peut-être moyen qu'un jour on sorte ça comme bonus. Ah, au fond. Alors, où est-ce qu'on a tourné? On a tourné au Muro, merci. Au Muro pour tout ce qui est raologue. Dans la forme homosexuelle, on l'a tourné à Poissy. Et sinon, toute la soirée, tout ce qui est les extérieurs avec la mariée sans culotte, les aliens, tout ça c'est filmé à La Pépinière, un gîte du côté de Fontainebleau. Voilà. La pistinière. Tout en haut à droite. Oula, il y a tout en haut. Stéréo. Est-ce que les raologues pourraient revenir dans une autre série de French Nerd? Et les raologues peuvent tout faire. La magie. De toute façon, la prochaine saison se passe sur Proxima du Centaure, intégralement, avec Eugène. Donc oui, je pense qu'ils reviendront, bien sûr. En dessous, il y avait la deuxième voix qu'on a entendue, c'était qui? Ouais, vas-y. Pourquoi vous avez changé de bureau? Parce qu'ils étaient plus dispo. On s'est dit que personne ne verrait rien, merci. Non, mais on s'est dit aussi qu'après avoir vendu des millions de bilboquets, peut-être qu'il pouvait avoir un open space plus grand. Et voilà, tout simplement. Oui, j'aimerais savoir pour la comédienne qui joue Héloïse, enfin si
si elle a aussi fait la mariée sans culotte. Et combien de temps pour le maquillage? Alors la réponse est non. C'est pas Héloïse, c'est pas Sabine qui joue la mariée sans culotte, c'est Lénie, c'est Roxane. Et est-ce qu'on peut avoir une maquilleuse qui nous crie le temps de maquillage? Alors Jo, je sais que tu es là, alors dis-le. Voilà. Bah, Anaïs, tu sais combien de temps on a attendu? Ok, c'est un dossier qui fâche. Est-ce que Dick est un reptilien? Mais non, c'est un problème, là-haut. Alors, la question, est-ce que Dick est un reptilien? On va peut-être la prendre tout de suite, parce que plusieurs personnes te la posent. I don't understand the question. C'est à quoi reptilien? C'est un reptilien... Une grosse nub? Non. Est-ce que tu penses à Sylvain Durif quand tu poses cette question? Bon. Alors, on peut pas faire la promo de Sylvain Durif ici. En dessous, c'est quoi la question? Moi, je lui demandais est-ce que vous allez filmer la partouze de réconciliation. Tu veux dire, c'est quoi, celle qu'on fait après, là, quand vous êtes tous partis, ou la partouze de la fin de la saison d'avant? Mais tu l'as vu cette saison ou pas? D'accord. Tout ce qu'on a filmé est dans le montage. On n'a rien gardé de perso. Mais les jeunes dames, alors, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce qu'elles vont trouver le bonheur? Ça, Alors, ça me semblait assez clair, mais je vais l'expliquer, tant pis. Héloïse, peut-être tu peux nous dire ce que c'est, c'est une question piège ou pas? La finalité d'Héloïse. Non. J'ai l'impression que les enjeux de la saison sont justement c'est bizarre, il y a un écho. De montrer qu'on peut être heureux sans être forcément marié, sans avoir des enfants. Il y a toutes ces problématiques qu'on se pose quand on a la trentaine, ou qu'on nous pose, c'est la société qui nous l'impose quelque part. Et l'enjeu d'Héloïse, c'était de s'accomplir, et elle s'est rendue compte que c'était pas le mariage qu'elle allait l'accomplir, et que c'était sa destinée de chanteuse. Donc on le voit pas bien sur la fin, mais en fait elle chante, elle se met à chanter avec Géa, et je pense que son accomplissement est celui-là. Et après l'amour, ça viendra après ou pas, mais voilà, ça me semble assez intéressant pour notre génération. Moi. Et quant à... Voilà, bravo. Et Emma, en fait, à la fin, elle part avec... Ah, mais c'est gênant, l'écho. Hein. Elle part avec Eugène, dans la soucoupe. Eh oui. Emma ne reste jamais seule. Alors, à côté, t'as vu. Alors, la question c'est l'évolution technique du tournage quand on était entre potes et maintenant, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'il y a beaucoup plus de monde effectivement, mais on reste toujours entre potes parce que ceux qui étaient là au début sont toujours là aujourd'hui, on a juste étoffé l'équipe. On a remis la technique qu'on n'avait pas les moyens de mettre au départ pour pouvoir se faire plaisir et aller plus loin en termes d'ambition. Et puis on respecte un vrai process de tournage, tu vois, où chacun a son poste mais on essaye quand même de rester un peu souple et pour pouvoir improviser. Tu vois, il y a des plans qui n'étaient pas du tout prévus, qu'on a réussi à filmer quand même. Donc voilà, on est une grosse équipe, mais souple. Allez, tout là-haut. Du coup, maintenant que le projet du visiteur est fini et que celui-là aussi, quels sont vos projets, enfin l'équipe en général? Le judo. Alors, moi je vais faire vite, là ça va être d'écrire un bouquin, un deuxième bouquin qui soit en dehors de l'histoire du visiteur. On va faire un petit tour rapide du coup pour savoir quels sont les projets de tout le monde. Je sais, c'est la question qui est un peu chiante, mais tout le temps quelqu'un la pose. Alors, bon. Pas s'excuser. Moi je vais aller très vite, je suis en tournage actuellement avec Nadia Richard, Nad qui n'est pas là ce soir, mais on est en tournage à La Réunion pour la deuxième saison de Cut qu'on a déjà tourné l'année dernière. Et
4e saison, c'était la 2e pour nous, alors égoïstement je dis 2. Et je produis un spectacle qui va se jouer à Avignon cet été, qui est mis en scène par Stanislas Gracian et dans lequel joue Lenny Cherino. Est-ce que j'oublie quelqu'un de l'équipe? Non, je crois pas. Et donc voilà, avec d'autres comédiens, et ça se joue à Avignon cet été, donc je vous encourage à venir le voir si vous êtes de passage. Et ça s'appelle Résistante. Moi j'ai commencé par une année théâtrale, ensuite j'ai tourné dans un long métrage et là je suis partie en vacances, je suis revenue, je fais des pubs et puis après on verra. Voilà. Alors bonsoir tout le monde, moi en ce moment j'avance sur mes nouvelles chansons avec Martin Balmont ici présent, donc, qui a composé une partie de la musique de la série. Et puis je serai à Avignon cet été dans une adaptation de l'Iliade. Et puis l'année prochaine, j'ai des projets de théâtre qui vont tourner aussi, donc voilà. Moi, je continue d'apprendre et de m'exercer à raconter des histoires sous toute forme possible et imaginable. Voilà. C'est chiant, hein? Voilà. Moi j'ai la même actualité que l'année dernière pour ceux qui étaient là, ou même peut-être l'année d'avant, où je suis toujours en attente d'un film que je suis censé faire aux États-Unis. Et je vous en parlerai peut-être l'année prochaine. Moi pour l'instant, en termes de projet audiovisuel, pas grand-chose. Voilà, du judo et voilà. Et je vous encourage vivement à aller voir les pièces qui vont se tourner à Avignon, mes deux camarades. J'ai pas encore vu celui de Sabine. Par contre, j'ai vu l'Iliade et c'est génial. Donc franchement, si vous êtes dans le secteur ou pas, allez-y. Je fais un peu de promo pour ça, mais parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Donc pareil, hein, je vous conseille vraiment d'aller à Avignon, voir l'Iliade et voir Résistant. Copieur. Voilà. Et là, je viens de terminer un tournage d'une série pour la télévision, pour France 4, qui s'appelle Deadland, qui sortirait peut-être, a priori, elle sort, mais elle sortirait vers octobre. Mais avant, il y aura sûrement un manga qui va sortir. Voilà. Donc j'ai écrit mon premier manga et j'ai hâte de pouvoir vous en parler dans pas longtemps, j'espère. Moi je suis un peu une pièce rapportée, donc je ne sais pas si c'est intéressant que je le dise, mais non, en ce moment je suis auteur pour Studio Bagel pour leur émission sur Canal+, Le Tour du Bagel, donc je vais finir ça, on finit ça en mai, l'écriture, et puis je vais être bientôt à la télévision dans des séries sur Disney Channel, et peut-être sur W9 si on se met d'accord sur les contrats, et voilà, et après je vais prendre des vacances aussi. Et voilà, énormément de judo aussi, parce que c'est... voilà. Moi je me laisse pousser la barbe. C'est une vengeance de la part de Slim. C'est pour qu'il me rende ma vie un peu plus difficile. Non, c'est Slim qui a voulu... comment il était venu ce perso? La genèse du perso? Oui, c'est le chien, bien sûr. C'était plus pour la partie morphologique, la partie psychologique. Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Ce que je sais en revanche, c'est qu'on a bossé beaucoup tous les deux pour son rôle. Et c'est pas des conneries. Hein. L'année dernière, quand on a fait la lecture avec tous les comédiens, on s'est rendu compte que ça n'allait pas, en fait. Que toutes les répliques de Ralph n'allaient pas. Donc on s'est revus, Raph et moi, et on a changé tout son texte. Parce qu'on a trouvé finalement l'espèce de candeur enfantine de son personnage qui est asocial, qui ne se rend pas compte de ce qu'il dit, mais en même temps qui est quelque part très intelligent et qui pense pas à mal en le faisant. Et ça, on l'a trouvé en se rapprochant vraiment du côté enfantin.
Et donc on a réécrit toutes ces répliques, et il était le seul à avoir un scénar avec des répliques changées. Ce qui fait que tous les autres, quand ils attendaient les répliques, bah, ils savaient jamais ce qui était marqué sur... Mais quand je dis que c'est une vengeance, c'est pas vrai dans le sens où c'est un personnage qui est très agréable à faire et qui sur le tournage, parce que je me masturbe sur le tournage, débarquer sur le tournage et avoir rien d'autre à penser que dire un texte qui est déjà drôle, c'est les vacances quoi. Je vais pas penser à l'évolution du personnage, etc. Juste à dire ce qui est très bien écrit dedans et à masturber. Donc facile, très facile. Question pour François. Le fait de te voir comme ça sur grand écran, est-ce que ça te donne envie d'être plus souvent devant la caméra? Tellement pas. Non, vraiment, c'est un truc que je subis. Mais vraiment, pour moi, c'est très difficile de jouer. Surtout Eugène, c'est vraiment pas facile parce que je dois parler très vite et j'oublie des syllabes des fois, même souvent. Ils sont obligés de les rajouter après en post-prod. Et il me rajoute du test surprise au dernier moment. Et il me dit ah au fait, et tu repars en marchant à l'envers et t'arrives en soucoupe volante et tout, etc. Et c'est beaucoup d'informations. Et heureusement, cette année, j'avais les lunettes noires me permettaient de ne pas regarder des gens, en fait, de réfléchir tout le temps. En fait, je jouais pas, j'étais comme ça en train de réfléchir à mon texte. Je ne voyais pas avec les lunettes noires, donc ça a sauvé ça cachait un peu la misère de mon acting. Il faut savoir que les raologues, quand ils sont ensemble, François, Benoît et Adrien, il y a environ 60 à 75% de conneries qui se rajoutent sur le plateau au moment des prises. Il y a beaucoup plus de trucs que ce qui est écrit. Déjà, merci beaucoup pour le travail que vous fournissez toutes les semaines. Et ensuite, j'avais une question, je voulais savoir un petit peu combien de temps ça vous a pris d'écrire, de trouver, de créer tout ça. Alors, l'écriture, c'est compliqué de répondre exactement parce que le processus le plus long, en fait, c'est de trouver l'histoire, le squelette global de l'histoire. Et particulièrement là, vu que c'est une enquête, il fallait avoir toute la soirée, tout le déroulement de la soirée, pour ensuite cacher les indices, pour avoir les fausses pistes, etc. Mais il fallait déjà que je sache qu'est-ce qui s'était exactement passé, et ensuite qui avait cru voir quoi, etc. Donc ça, c'est un travail qui prend 2-3 mois. Voilà, parce que en même temps, j'étais à Avignon d'ailleurs quand je faisais ça, donc je jouais au théâtre en même temps. Et après, par contre, l'écriture à proprement parler, une fois que j'ai le séquencier de la saison, de tous les épisodes, que j'ai plus qu'à remplir les dialogues en fait, et que j'ai tout ce qui se passe dans chaque séquence, là c'est quasiment un épisode par jour. Là c'est vraiment la partie qui va plus vite. Après, on a 3 semaines de tournage, et on a eu, dans les 3 mois de montage, Fabrice, t'as monté combien de temps? Ne l'écoutez pas. 3 mois. 3 mois. C'est rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Pardon. Le mec se fait balancer par un gars en fond de la salle. Alors déjà, merci de l'avoir dénoncé. Est-ce qu'on a des projets tous ensemble? On a toujours des projets avec French Ball, notamment. On doit encore faire quelques vidéos. Et puis, c'est difficile de répondre parce qu'on n'a pas trop de visibilité. C'est au fil de l'eau, selon ce qui se présente. Mais il y a de fortes chances qu'on tourne encore ensemble. Oui, parce qu'on fait une bonne équipe, donc il n'y a pas de raison. Ouais, j'étais content de voir Adrien Meunier. Je voulais savoir comment est-ce qu'il est arrivé sur ce projet en voiture. En fait, je cherchais un binôme de gens qui... En fait, parce que à la base, quand j'ai écrit Pégase et Andromède, je me suis dit c'est vraiment abusé parce que c'est le même en fait. L'écriture, c'est je balance une réplique, ils étaient 2 pour pouvoir se parler, mais je mettais les répliques de manière aléatoire à l'un comme à l'autre. Et je me disais franchement c'est pas un travail de scénariste, ça c'est pas du boulot. Et après je me suis dit ah, mais en fait ça peut faire une blague si les mecs en plus se ressemblent et que même gros stub les confond. Et on peut du coup jouer là-dessus. Et du coup
Adrien, j'avais jamais tourné avec lui, mais j'avais très envie de tourner avec lui. Pareil pour Benoît, du coup j'ai proposé. Je me suis dit qu'en leur mettant une petite moustache, des lunettes, une capuche, ça ferait la blague. Puis, ma foi, ça fait la blague. Voilà. Et ce qui est vraiment drôle, c'est de voir que dans la série, finalement, c'est pas du tout le même personnage. C'est-à-dire que lui, il est un peu plus vénère, et Méniel est beaucoup plus blanc. Ah, je confonds, comme dans la série. Et ça, pour le coup, c'est vraiment les comédiens qui l'ont rajouté. C'est-à-dire qu'à partir de textes où il n'y avait pas d'indication de personnalité, ils en ont fait des personnages différents. Et voilà, c'est cool. Par exemple, toute la gestuelle, est-ce que tu peux nous dire d'où vient cette gestuelle magnifique? Je veux dire, d'où ça vient, je sais pas, j'ai une passion pour le breakdance. Voilà, je vous le dis, c'est un petit scoop. Non, je sais pas. Ça me paraissait aller dans le personnage, le côté un peu protocolaire comme ça, qui présente les gens, il est très un mot que je trouve pas protocolaire, mais voilà, en même temps. Oui, mais un peu urbain, un peu stylé, voilà, avec un style un peu chaloupé. Non, mais voilà, c'est venu comme ça. Et puis ça t'a fait rire, tu m'as dit de continuer, donc j'en ai fait 3 tonnes. Et on n'a pas tout mis dans le montage, heureusement. Et voilà. Donc tout ça pour dire que c'est beaucoup de boulot, de prépa, du comédien, qui intellectualise son rôle. Du judo, énormément pour, voilà, toujours les muscles et tout. Le pire, c'est que ça vient d'un ami, tu vois. Non, il n'y a pas de raison qu'on se réembrasse. Il faut laisser dans la fiction, dans l'univers de la fiction, ce qui appartient à la fiction. Non, mais puis, Sabine revient de la Réunion juste pour 2 jours. Et repart, elle doit être crevée. Si je fais un truc comme ça là sur scène, à mon avis, j'en prends une. Quoi. Donc, merci David. Faut rire. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de rigoler, on se fait engueuler par Anaïs. C'est terrible. Mais Sabine, quand même, prend le temps de faire un fou rire sur une prise sur 2 à peu près. Oui. Non, et puis si, il y a eu quand même beaucoup de conneries, donc oui, il y a eu des fous rires. Mais au bout d'un moment, c'était un nerveux, tu vois, et tu peux dire n'importe quoi, c'est drôle. Mais après, tu regardes le montage, tu fais, ah non, en fait, fallait pas rire. Est-ce que la musique va prendre de plus en plus de place dans tes productions, et est-ce qu'il y aura une version longue de la chanson Mélo et Géa? Oui, alors en fait il faut savoir que l'idée c'est composé en plusieurs étapes parce que dans la vraie vie, Sabine et Géa, en son nom, ont un groupe qui s'appelle Hot Fame et ils chantent ensemble. Et du coup je me suis dit, je vais pas aller chercher midi à 14h pour faire cette libération par la musique du personnage. Donc je vais prendre le temps. Je vais prendre Hot Fame. Et donc on a composé, Hot Fame et Martin Balmont ont composé ce morceau exprès pour la série. Et il existera une version longue qui sera clippée du coup avec des images de la série qu'on a filmées en plus, qui sortira sûrement courant juin. Voilà. Je suis débordé par ce qu'il y a en train de se passer. Personne là-haut? Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de Speed Detective? Non. C'est pas prévu. Après, je sais que s'il y a une saison 2, j'ai pas envie de l'écrire tout seul. La saison 1 m'a prouvé que je savais pas écrire des énigmes. Enfin, que c'était très dur. J'ai énormément de respect pour les gens qui faisaient les Mickey énigmes. Parce que c'est très dur en fait de cacher les indices. Et du coup, si je fais une saison 2, je veux pouvoir l'écrire avec une dizaine de personnes, pour qu'une dizaine de personnes offrent une dizaine d'énigmes, et chacun sa merde, et moi je globaliserai le truc. Après, il y a quelques gentils qui avaient mis une excellente idée, qui a dit que, et ça me plairait de le faire, un épisode Speed Detective spécial en VR. Et ça, je trouverais ça cool à faire, une énigme où il faut chercher à 360 l'indice. Donc peut-être on fera ça. C'est pas du tout prévu, hein. Ça se trouve, ça sera jamais, mais j'aime bien l'idée, quoi. Donc, voilà. Dans l'épisode 7 et 8, sur une porte, il faut voir le logo des opérateurs. Ouais, si, ouais. Oui. Excusez-moi.
Et si ça a été ajouté, pourquoi? Tu peux parler plus fort? Oui, dans l'épisode 7 ou 8, sur une porte, tu peux voir le logo des opérateurs. Alors pourquoi? Pourquoi pas? Compte le ouais, nombre de règles. Tu vois, dans la saison d'avant, il y avait Charles qui marchait à l'envers à la fin de la théorie des balls. Donc, voilà. Mais en fait, la réponse que tu attendais, c'est parce qu'on est dans un univers où tout est connecté. C'est ça? Ouais, ben voilà. Alors je vais répéter la question pour là-haut. Karine, qu'est-ce que ça fait que le personnage d'Emma devienne méchant, hein, en soi, devienne la méchante un peu? Et vas-y. Écoute, c'est très rigolo d'interpréter une méchante, une garce. C'est toujours des rôles de composition, je rassure, mais qui sont très sympas à interpréter. Parce qu'au final, Emma était un peu douce, un peu souriante, un peu gnangnan des fois, et là, du coup, de la voir sur un autre jour, avec une autre facette, c'était intéressant à interpréter. Voilà. Début juillet, donc je vais en parler très vite. La question c'était le manga, ce sera pour quand? Est-ce que Hello chante aussi bien que Sabine? Oui, c'est pas ça. Est-ce que Sabine Je suis sûr d'avoir compris la question. Est-ce qu'on peut avoir une petite démonstration? Il n'y a même pas géant en plus, donc je vais devoir faire ça toute seule avec de l'écho. Martin, t'as pas ta guitare, t'as rien sur toi. C'est pas un cadeau là. Non mais je vais le faire, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de me souvenir des paroles en fait, c'est ça qui me plaît le plus. Alors, je vais essayer de me souvenir. Ouais. Why should I feel sad or guilty? They just won't let me go. Shadows in the darkness near me. I feel the whispers around me everywhere I go. Am I the only one to see? No more fear, it's burning in my ears. Let the feelings bloom. All those tears searching for my own being, craving to assume your curse is mine. I'm driving into the wild. When time will come, I know that a million gates will burst among my universe. I let my tears below. J'en profite juste pour remercier Slim qui nous a un peu remis le pied à l'étrier parce qu'avec Gère on fait de la musique depuis un petit moment et on l'avait laissé de côté parce qu'on était tous les deux très pris et c'est lui qui nous a donné l'occasion. Oh là là. C'est lui qui nous a donné l'occasion de nous y remettre et du coup merci beaucoup. Je sais pas, en démol, vous êtes chaud, voilà. Et voilà, on a besoin de poser. Bah voilà, bah parfait. Bah très bien, bah ok, bah demain, c'est parfait. On vous tient au courant. Est-ce qu'il y a eu un épisode plus difficile à écrire ou à réaliser? En fait, les épisodes, ils sont un peu tournés scène par scène, c'est cross-bordé. Hein, donc, il y a des scènes plus dures ouais, que d'autres. Je pense que tu peux facilement visualiser lesquelles.
Je sais pas, est-ce que vous... un rire franc et salace, ça me fait plaisir. Je sais pas, est-ce que vous avez eu des moments plus durs sur le tournage? Non, mais plus durs dans le sens plus difficile. Non. Moi, c'est la forêt. Hein. C'était la plus dure, mais c'était la plus belle aussi. Il y a eu la scène dans la prison quand même entre le père et la fille qui nous a pris 4-5 heures et c'était vraiment dur. Oui, on avait mal aux genoux, il faisait froid, on était vraiment enchaînés. Et elle a fait mal à tout le monde, hein, parce que même Fabrice au montage a eu très mal sur cette scène. C'était la plus dure. Voilà. Moi j'ai eu du mal avec la sextape de Ralph. C'est vrai? C'est vrai. Ouais, parce qu'il y avait un journaliste qui était là sur le tournage ce jour-là. Et il disait alors qu'est-ce que vous faites sur le web et tout. Et le premier plan qu'il voit c'est juste Slim avec un iPhone. Et moi qui me fais claquer le cul. Et du coup j'ai eu un regard sur moi-même d'un coup et j'ai pas réussi à sortir. J'aime bien me faire claquer le cul, mais là c'est... J'étais surpris et je voyais cet homme me regarder et me juger. Parce que c'est-à-dire que c'est un peu indiscret comme question, mais c'est simulé jusqu'où? C'est du cinéma, c'est faire semblant de... Ouais, c'est simulé. Jusqu'où? Ah, jusque là. Hello. Elle était jeune? Oui. Oui, c'est elle de dos. C'est Samy. T'as vu la saison d'avant, on était en adolescent, Slim, Mathieu et moi, et voilà, j'avais ce look-là. Eh ouais, on a triché, on n'est pas cons, hein. Pourquoi autant de cliffhanger? Parce que 1 par fin d'épisode, ça me semble être un bon chiffre. Donc il y en a un à la fin de chaque épisode. Non, et puis parce que c'était aussi l'idée de cette saison, c'était de faire quelque chose de vraiment différent de celle d'avant. On a cette possibilité-là de changer de personnage principal, mais aussi de genre, de saison en saison. Finalement, c'est un peu la forme de la série, d'évoluer comme ça. Et le truc policier, ça fait... En fait, bizarrement, j'en faisais avant. Mes tout premiers courts-métrages, c'était des trucs policiers, des enquêtes, etc. Et j'ai complètement oublié que j'aimais faire ça. Et là, j'y suis revenu sur cette saison. Et le fait de tenir un peu les gens en haleine, je trouvais ça cool d'essayer d'y arriver, quoi. Ça peut foutre les morts aux gens, ça fait toujours plaisir. On n'entend rien. Alors, la réponse est non et non. Voilà. Et la question? Ah, pardon. La question, c'est 1, où est-ce qu'on peut trouver du full camp? Donc la réponse est non. Et la question 2, c'était y a-t-il une suite prévue aux opérateurs? Et la réponse est non aussi. Je vous dis ça. Ah oui? Non, et franchement, pour le full camp, je pense que chacun peut faire son full camp et le tester sur une vieille bécane dans le jardin pour voir si ça marche. Mais teste sur la bécane avant de le boire. Oui. Non. Dernière question. Est-ce que Camille s'est fait tuer par Gaston Starman? Ouais. Ah oui. Alors on parle de Camille, le monteur de J'ai jamais su dire non, et de Gaston Starman. Je suis un gars. Alors non, je pense pas, puisque aux dernières nouvelles, sur son statut Facebook, sur sa page Facebook, il fait un tour du monde en Amérique du Sud. Donc oui, Camille. Peut-être poursuivi par Gaston Starman, mais peut-être qu'il a fui là-bas d'ailleurs à cause de Gaston Starman. Mais a priori, il est toujours en vie.
Mais si tu lèves la main mais que tu ne me regardes pas, je... Pour qui? J'ai pas entendu du tout. Moi? Moi je sais pas, c'est à Jean-Martial qu'il faut demander. Écoute, j'aimerais beaucoup. C'est un personnage qui est très moche, hein, très sale ce personnage, qui est très plaisant à jouer. Et on prend beaucoup de plaisir à y penser avec Slim. Mais bon, faut voir après ce qui est possible de se faire, ce qu'on peut dire ou pas, je sais pas. Donc pour toi plus. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu autour d'Epic Fitness, si ce n'est qu'on a envie, ouais, pourquoi pas, de s'y remettre un jour ou l'autre. Peut-être une histoire d'amour de Jean-Martial et Chin Chin, je sais pas. Donc disons que ce projet n'est pas enterré parce qu'il me tient beaucoup à cœur, mais qu'il n'y a pas vraiment d'actu. Alors la question c'est, le personnage de Flo dans la série a beaucoup changé entre J'ai jamais su dire non et Le secret des balls, où c'était un peu un clochard, un faux clochard, c'était un faux clochard, hein, c'était un fils quand même de richissime patron de multinationale qui se faisait passer pour un clodo pour se sentir un peu in, et qui ensuite, à la fin de J'ai jamais su dire non, devient patron de la boîte. Dans la saison 2, c'est le patron de la boîte qui veut prouver des choses à son père, et dans la saison 3, c'est le patron qui devient, comme tu l'as dit, obnubilé par l'argent. C'est un beau parcours. Voilà. C'est un personnage avec un beau parcours. Non, alors moi pour cette saison, il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir une petite partition, ce qui m'a permis de ne pas lire les scénarios, et en fait ce soir je les découvre en même temps que vous. Donc j'ai été hyper ému, hyper touché. Et puis en fait, si tu veux, moi sur cette saison, j'ai essentiellement joué et travaillé avec Pascal, Dick, et c'était vraiment trop cool et trop fun à faire. Donc voilà, je suis très content de ce personnage, même si effectivement c'est vrai que bon, dans la saison 1, il est très proche de ses potes, il a une espèce d'utopie, et puis il est très cool, et à la fin il finit complètement angoissé et défoncé par le stress, donc bon, mais voilà. Non mais c'est vrai que je me suis fait la remarque, et pour le coup c'est un personnage qui évolue de manière négative. Voilà. S'il y a une touche de pessimisme dans la série, je pense que c'est son personnage. Je le prends un peu mal là parce que notre collaboration pour moi est plutôt positive, et je pense que c'est le début d'une grande histoire à la fois financière et émotionnelle entre les deux. Le bisou. Je regrette un peu mon bisou, je l'ai trouvé un peu timide finalement. Oui, mais non, ça. Pascal, non, on aurait dû la rejouer. Parce que nous on a mis la barre un peu haute là, tu vois. C'est bon, on s'est pas entraîné nous. Ouais, mais voilà, c'est ça, vous aviez beaucoup répété. Et on improvise. Je tiens à préciser que le jour où on a tourné ce bisou, justement, t'étais pas au courant que de la fin de l'histoire. En fait, t'étais vraiment pas au courant, tu tournais une série où tu savais pas comment ça allait se terminer. Donc clairement, quand je te dis, vous allez vous embrasser, j'ai dit pourquoi, je vois pas le rapport, je sais pas le rapport par rapport à la fin. J'avais des indices, évidemment, je présupposais, j'avais bien compris qu'il se tramait un truc entre Mitch et Tom. Bon, on m'a demandé de faire le bisou, j'ai essayé d'en savoir le moins possible. Non, mais il est un peu hypocrite parce qu'en fait, il tenait vraiment beaucoup, c'est moi qui empilais, et vraiment, il m'a forcé, il m'a tiré par la main. Non, c'est à la scène en général que je tenais, c'est pas essentiellement au bisou. Ah, c'est pas grave, on va régler ça. C'est vraiment ça du colon. On passait une si bonne soirée. Non, ce sera l'objet d'un spin-off, sûrement. Le rideau. Hein?
Elle est là, Priscilla? Tu veux parler des costumes des raologues, Priscilla, ou pas? Alors, je vais vous en parler. C'était l'inspiration, c'était un look entre un stéréotype de secte avec du matériel pas cher et un côté futuriste avec du matériel pas cher. Du coup, ça donne des draps, des rideaux avec des lunettes. Voilà, c'est ça. À quand un nouveau French quiz? Flo? Ben, je sais pas, moi, on a les moyens de le faire, c'est French quiz. Ouais, enfin, moi, je suis chaud. Enfin, de toute façon, je peux pas le faire tout seul, hein, donc, enfin, je veux dire, à un moment, il faut des joueurs. Justement, la semaine prochaine, on se voit pour parler de ça. Donc, on pourra en dire plus. Ok, merci. Je pourrais dire, ouais, mais mon public réclame French quiz. Pourquoi y a-t-il pas Bébert dans cette nouvelle saison? Oui, merci. Quoi? Pourquoi y a-t-il pas Bébert dans cette nouvelle saison? J'ai pas trouvé où le mettre, en fait. Si. Finalement, il apparaît un tout petit peu quand même. Alors, par la voix, sur le répondeur de Gilles. J'étais un peu deg de pas le mettre, mais déjà, il est dans tous les génériques. Il y a une image de Bébert dans tous les génériques de début. Et puis, il y a le répondeur de Mitch. Je voulais le mettre pendant la fête, un moment, et je me suis dit, j'ai oublié. Qu'est-ce que ça vous fait à tous, en fonction de vos personnages, de terminer la trilogie des balls? Est-ce que c'est un rêve d'avoir 3 balls? Oui, c'est un rêve un peu handicapant, contraignant, mais ça fait plaisir. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Oui, en fait, on en parlait avec Raph et on se disait si on devait imaginer un coffret DVD des Balls, le premier serait jaune, le deuxième serait violet et le troisième serait bleu, parce que les saisons ont vraiment des ambiances très différentes. Du coup, moi je suis très content d'imaginer cet objet théorique qui regroupe autant de trucs différents et qui marque un peu le passage du temps, d'où on a commencé et où on en est aujourd'hui. Donc je trouve que c'est un beau résumé de notre parcours. Est-ce qu'il y a une version longue de la sextape entre Géraldine et Ralph? Est-ce qu'on la verra un jour? Est-ce qu'il y a une version longue de la sextape? J'ai pas les rushs, je sais pas. Elle est sur YouPorn. Ça dépend de Raph en fait. S'il est vraiment très vilain, ça pourrait sortir. Tu veux un rôle dans mon prochain sketch? C'est l'amitié qui nous unit avant tout, ce groupe. D'en haut. Du coup, pour les acteurs concernés, je change un peu de sketch. Est-ce que c'était pas frustrant de pas avoir tourné la saison 5 du Visiteur en ayant lu, après avoir lu le roman? Attends, la question c'est, est-ce que c'était frustrant de ne pas faire la saison 5 après avoir lu le roman, c'est ça? Du coup, de ne pas avoir tourné ce qui est écrit dans le roman. Non mais on a écrit le roman pour pas le tourner justement. Ah oui. Ah, de ne pas le tourner dans le roman. Attends, faut qu'on réfléchisse à cette question. Je vais essayer. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, c'est vrai que le roman, il est fou, il est génial, et forcément, en tant que comédien sur les autres saisons, enfin les saisons du Visiteur, tu t'imagines forcément, quand tu as parlé de Renard, moi je vais à la tête de Flo, tu vois, on se voyait un peu dedans, et c'est vrai qu'il y a des scènes, j'aurais vraiment aimé les tourner, mais justement ils l'ont fait en bouquin parce qu'on ne pouvait pas le faire, des explosions, des trucs de fou qu'on ne pourrait pas faire, tu vois, où ça serait pas vraiment bien fait en tout cas, donc oui c'est un peu frustrant, mais pour l'instant à l'heure actuelle je pense pas que ce soit possible
de le faire bien, tu vois, donc c'est frustrant et en même temps, je préfère avoir lu ce truc-là et avoir kiffé parce que c'était vraiment génial, et plutôt que d'avoir fait une saison 5 un peu foireuse en essayant de faire un truc stylé et d'avoir fait un truc merdique, quoi. Désolé. Mais par contre, pour ceux qui aiment lire mais sans avoir à le lire vraiment, et si vous aimez aussi la voix de Stéphane Baptiste Béraud, il y a l'audiobook qui sort très bientôt, c'est ça ? Qui sort bientôt, fin avril, où Slim interprète tous les personnages de Vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est un exercice assez bizarre en fait, de faire le narrateur, puis de faire une femme, puis un enfant, puis un autre enfant, puis moi, puis un belge, puis... Je sais pas si j'ai tout réussi par contre, vous me direz. Quelle part de réel y a-t-il dans les personnages? À part Pascal qui est vraiment comme ça dans la vraie vie. J'allais dire, mais j'osais pas. Mais... moi, je suis sincère, je suis 100% brut. Par contre, alors sans rentrer dans les détails, c'est vrai que ce tournage c'était une expérience très intéressante par rapport à notre groupe d'amis, parce que on a eu aussi dans la même année un vrai mariage. On a aussi eu un anniversaire dans le gîte où on a tourné. Donc on revoyait de façon très détournée des vrais souvenirs, mais voilà, il n'y avait pas autant d'invités au mariage fictif qu'au vrai mariage. C'était pas le même casting dans le mariage réel, mais c'était très étrange de se dire, mais attends, mais on était là il y a quelques mois, avec toi t'étais aussi en marié, et c'était vraiment très étrange comme expérience, mais en fait, on a l'impression qu'on vit des trucs pour les mettre en fiction, on fait des trucs en fiction pour les faire dans la vraie vie, on sait plus comment. Ouais, en fait, c'est une sorte d'univers parallèle qu'on a filmé, il se serait passé des choses différemment. Voilà. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Bravo à tous, bravo à l'équipe.